Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Le nouveau Premier ministre a pris fonction ce jeudi. Ibrahima Kassory Fofana, nommé le 21 mai dernier, promet de lutter contre la corruption. Aboubakar Sidiki Mara n'est toujours pas libre. Pourtant, deux décisions de justice ordonnent la mise en liberté du secrétaire général adjoint de l'UGTG. Le parquet général décide de se pourvoir en cassation. Et puis, nous entamons une série de reportages ce soir sur les sports en souffrance. Ils sont nombreux en Guinée, les sports dont les pratiquants ont du mal à exceller. Problème d'encadrement et de financement, nous vous amenons dans l'univers de la boxe ce soir. Encore une fois, bonsoir. 72 heures après sa nomination, le nouveau Premier ministre a officiellement pris fonction ce jeudi. La cérémonie de passation de service entre Mamadi Yula et Ibrahima Kassory Fofana s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et celles du monde des affaires. Compte rendu Idrissa Bari et Koria Aboukourma. Très tôt ce matin, la principale artère qui mène au palais Mohamed V a été prise d'assaut par les membres du gouvernement sortant, les politiques et les hommes d'affaires. Tous sont venus assister à la passation des services entre le PM sortant et le nouveau promu. Il est 11h30, Mamadi Yula et Kassory Fofana entrent ensemble sous la tente prévue pour la circonstance. D'entrée de jeu, le ministre secrétaire général à la présidence de la République a loué les services rendus par le gouvernement sortant, notamment dans ses efforts pour la stabilité sociale et économique allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Remercier le Premier ministre Mamadi Yula pour les services rendus à la nation. Dans cette tradition, nous accueillons aujourd'hui un homme qui a consacré toute sa vie à l'administration publique de son pays, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Donc rien dans nos politiques publiques, dans nos difficultés et dans nos opportunités ne lui échappe. Du plan politique au social, en passant par le secteur de l'économie, le monde rural, l'éducation, les mines, Mamadi Yula a dans son discours dressé le bilan de ces 30 mois de gestion de l'équipe gouvernementale. Une gestion satisfaisante qui a abouti à des résultats, dont entre autres la signature avec le Fonds monétaire international pour la facilité élargie de crédit. À l'instar du chef de l'État qui nous le rappelait il y a quelques mois, je m'en vais vous dire que de nombreux défis demeurent et que les succès que nous avons obtenus au prix de nombreux sacrifices sont fragiles et doivent impérativement être préservés. Le nouveau chef du gouvernement mesure l'ampleur des défis qui l'attendent, comme la problématique de l'emploi jeune, l'épanouissement des femmes et la lutte contre la corruption. Économiste de développement, Ibrahima Kassory Fofana s'engage à poursuivre les efforts du chef de l'État à traduire les performances macroéconomiques en réalité concrète afin d'améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Le nouveau chef de gouvernement tend la main à tous les partenaires sociaux. Soyez rassurés, tous, que je m'engage à participer à construire une Guinée meilleure. Je puis vous assurer que ces préoccupations seront au sein de l'agenda du gouvernement. Nommé ce 20e mai par le chef de l'État dans un contexte politique qui, à ses dires, comporte des risques au regard des échéances électorales en perspective. Dr Kassory Fofana compte sur l'implication de toutes les forces vives du pays pour parvenir à un consensus pour la paix et le développement. Ibrahima Kassory Souma, ancien ministre des Mines et ancien collègue de Kassory Fofana, se réjouit de cette nomination. Il demande surtout au nouveau chef du gouvernement de s'investir davantage dans l'éducation, gage de tout développement. Il est au micro de nos reporters Idrissa Bari et Koria Aboukourma. Il sait réussir là où d'autres ont de la difficulté, donc il faut l'encourager, il faut le féliciter. Mais encore une fois, je parle du programme
de société du chef de l'État, parce que lui, en tant que Premier ministre, et son gouvernement ne sont là que pour conduire ce programme. Et je parle donc de ce programme qui doit être axé sur l'éducation. Donc je souhaite que les journalistes que vous êtes, vous-même, vous constatiez que la base du développement, c'est l'éducation, et inciter tout le monde, jeunes, moins jeunes, et même les vieux, à se former, à s'éduquer. C'est ça qui développe le pays. Le secrétariat à la présidence en charge des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme a procédé ce jeudi à la présentation d'un arsenal d'armement à feu frauduleusement importé et commercialisé en Guinée, un fait qui relance la problématique de l'insécurité accentuée par la circulation des armes non conventionnelles et des petits calibres. Mamadou Maki So. Ces armes ne sont pas des fusils de chasse, comme on pourrait le croire. Le principal importateur affirme que ce sont des fusils de protection que certains achètent pour assurer leur sécurité. La question qui fâche est celle de savoir comment ces armes traversent les frontières guinéennes. Non, on ne fabrique pas ça ici. Vous avez un magasin à Madina? Non, on n'a pas un magasin. Donc vous vendez ça où? Ça, c'est de la fraude. C'est les gens qui envoient ça par la fraude. Les premières enquêtes ne peuvent permettre aux services spéciaux d'élucider des pistes devant les médias. Mais il rassure tout de même qu'avec la filature engagée, aucun complice ne sera épargné. Si vous voyez les braquages, les coupeurs de route, le développement de la criminalité au sein de nos préfectures, dans la capitale, c'est parce que les gens, de façon illicite, vendent les armes. Et voilà les preuves aujourd'hui. Les munitions également, vous voyez, l'importation, la commercialisation, la détention ou la fabrication de ces munitions sont réglementées par la loi. Et donc, même pour le port d'armes, il faut avoir un permis. Nous sommes en train de démasquer les pistes d'importation, les pistes à travers lesquelles ces armes sont importées. Le secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé interpelle le barreau guinéen quant à la défense de tels dossiers devant les tribunaux. Ça, c'est encore plus dangereux pour moi qu'un PMK. Si tu envoies un coup d'un PMK, tu envoies un coup de cette arme, je pense qu'il fera plus de dégâts que le coup d'un seul coup d'un PMK. Ça veut dire que nous sommes vraiment devant une situation dramatique. Et je voulais vraiment demander que les avocats ne se réunissent pas encore en collège d'avocats pour aller faire des points de presse pour défendre leurs intérêts et non l'intérêt public. Si le port d'armes n'est pas autorisé en Guinée, à quoi servent ces armes qui circulent, d'autant plus qu'environ 2000 fusils de cette nature sont achetés par des particuliers? L'affaire Mara prend une autre dimension après la mise en liberté prononcée en sa faveur par le tribunal de Dixine. Aboubakar Sidiki Mara devra encore attendre. Le parquet général décide de se pourvoir en cassation. Reportage Gibril Ba et Ibrahima Souma. Aboubakar Sidiki Mara reste encore en prison malgré la décision du tribunal de Dixine de le mettre en liberté provisoire, ainsi que celle de la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel. Sauf que le parquet général ne s'est pas prononcé sur cette affaire. L'un de ses avocats s'y est rendu ce matin pour s'enquérir du dernier développement. Après l'ordonnance de mise en liberté provisoire dont a bénéficié M. Mara, le parquet d'instance du tribunal de première instance de Dixine avait relevé appel. Et l'appel a été examiné par la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel de Conakry. Hier, un arrêt a été rendu. À travers cet arrêt, M. Aboubakar Sidiki Mara devait être immédiatement mis en liberté parce que l'ordonnance du juge d'instruction Sekouba a été confirmée en toutes ses dispositions. Aboubakar Sidiki Mara est accusé de troubles à l'ordre public. Son avocat, lui, parle d'une flagrance en plein sommeil dont il a été victime pendant son procès. Et peut-être que la seule infraction qu'on pourrait lui reprocher, je mets infraction entre griffes, c'est peut-être le délit de sommeil.
Donc il a été pris en flagrant délit de sommeil. C'est peut-être que l'infraction que le parquet pourrait retenir. À l'heure où l'affaire prend une autre tournure, ces avocats sont prêts à mener toute autre démarche judiciaire pour que leur client recouvre sa liberté, une liberté qu'il a perdue près d'un mois. La mise en liberté du PDG d'Esmig Sécurité suscite de l'indignation chez les activistes des droits humains inculpés pour viol sur la personne de Diarey Baldé. Mamadou Ouri Baldé est libéré sous caution en attendant le procès. Après cette décision de justice, les ONG de défense des droits humains déplorent la non-clémence du juge à l'égard de la jeune fille enceinte de 8 mois et toujours à la maison centrale de Conakry. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Pendant que Diarey Baldé croupit toujours en prison, Mamadou Ouri Baldé, son tuteur, bénéficie désormais d'une mise en liberté provisoire. Une décision de justice mal perçue par les défenseurs des droits humains. Nous sommes très indignés, très indignés d'ailleurs face à l'attitude de la justice, parce que jusque-là on ne comprend pas pourquoi cette libération immédiate de M. Mamadou Ouri, après une arrestation ou après une détention de quelques 3 à 4 jours, aujourd'hui nous voyons déjà le monsieur qui a été arrêté pas plus de quelques jours. Si cet activiste s'indigne de voir un présumé violeur bénéficier d'une mise en liberté provisoire, l'avocat du concerné se réjouit de la décision. Heureusement, nous avions eu affaire avec un magistrat qui ne s'est pas laissé guider par la réaction, par l'opinion publique, qui a préféré se contenter du dossier et il a pris une décision en notre faveur. D'après Maître Antoine Lama, son client est victime d'un procès médiatique. Un avis que ne partage pas ce jeune activiste qui réunit tous les moyens pour obtenir une mise en liberté provisoire pour la jeune étudiante. Déjà, on est en train de faire des courriers à l'endroit de toutes les organisations des droits humains. On est en train de faire le plaidoyer auprès de la justice pour voir dans la mesure du possible, parce que nous n'avions pas de moyens. Mais nous allons utiliser toutes les voies et moyens aujourd'hui pour que cette fille puisse sortir de là. En attendant que les avocats de Diarey Baldé accèdent à leur demande, celui de Mamadou Ouri Baldé attend la décision en appel pour renvoyer le dossier de la jeune fille en audience pénale. Protection de la forêt d'Anta par le contrôle citoyen de l'action publique dans l'exécution de ce projet piloté par l'ONG UDEC et Espace. Une équipe d'enquêteurs est déployée sur le terrain pour rencontrer les occupants et tenter d'avoir des détails sur les conditions de leur installation et quelles solutions proposent-ils pour une meilleure protection de la forêt. Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla pour plus d'explications. Un minimum de 14 groupes de personnes occupent la forêt d'Anta. Parmi ces groupes, il y a les vendeurs de bétail. Accueillants, ils ont accepté de se soumettre à un exercice portant sur la gestion de cette forêt. Ils ont répondu à toutes les questions des enquêteurs. Ils n'ont pas le sentiment de participer à la destruction de la forêt. Bien au contraire, ils contribuent à sa protection par le reboisement. Tous les petits arbres au milieu des grands sont plantés par notre groupe. Certains ont pu pousser, d'autres non. Depuis leur installation ici en 2005, disent-ils, ils contribuent au maintien de la sécurité des lieux. Les bouses du bétail servent d'engrais pour les fleuristes et contrairement à la forêt d'en face, même la cigarette est interdite aux vendeurs. Depuis notre installation, le feu n'est pas allumé ici. Contrairement à la forêt d'en face, nous n'acceptons pas que quelqu'un jette le feu par là. D'ailleurs, aucun vendeur ne fume ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mieux protéger la forêt? Tous les intervenants sont unanimes, l'État doit procéder à sa clôture. Pour gérer ici là très bien, s'il veut, on fait la clôture. Cette plaque indique 8 hectares. Mais si des mesures concrètes ne sont pas prises, cette forêt risque de n'exister que par le nom. Rencontre avec d'autres catégories d'occupants, des vendeurs du sable. L'échange est facile, les questions sont répondues par un responsable du groupe. Parfois, il est même assisté par ses collaborateurs pour éclaircir certaines zones d'ombre. Les enquêteurs sont loin d'être déçus. Certains ont répondu convenablement, certains ont refusé en un mot.
par rapport à la médiatique du projet. Et ils répondent aux questions aisément et je ne rencontre pas de difficultés pour le moment. Toutefois, certains occupants sont réticents et d'autres hésitants à se prêter aux questions des enquêteurs. Partons à Mali à la rencontre d'un ancien combattant. Il était l'un des meilleurs parachutistes de la France d'outre-mer. Aujourd'hui, Mamadou Souaré vit dans son village natal à Lopoy, à 600 km de la capitale Conakry. Notre correspondant régional, Sali Bilalisso, l'a rencontré et suivi. Souaré Mamadou, Lopoy, parachutiste colonial, deuxième classe. Numéro matricule 4557. Numéro Berwe parachutiste 93 980. L'octogénaire Mamadou Souaré, incorporé dans l'armée française le 24 août 1953, était revenu en Guinée juste après son accession à la souveraineté nationale en 1958. Sergent Lopoy, comme on l'appelle dans son village, se rappelle de ses premiers pas dans l'armée. Rentré le 24 août 1953 à 7e RTS Dakar. J'ai fait dans l'infanterie 200. J'ai fait l'arme parachutiste, l'arme de l'air, 300. Au lendemain du non au statut de la communauté française que proposait De Gaulle, il était pressé de rentrer au pays. Mais hélas, son espoir s'est vite transformé en désespoir, car il ne sera pas retenu dans l'armée guinéenne. Quand on est dit on était libéré dans notre pays, nous sommes votés non, nous sommes revenus. On est pris avion en Alger, venir descendre à Bamako, faire la repas, lever à Bamako, descendre à Conakry à 4 heures du soir. On avait demandé, mais il n'a pas nous pris en ce moment. Je suis première dans tous les stages, je suis première. Voilà deuxième, voilà troisième, tous les stages jusqu'à on est berveté. On est berveté dans les 6 sauts. 5 sauts de la journée, 1 saut de nuit berveté. Général Zil vient nous décorer à Caisse, Dakar. Il vient à Paris, décorer nous à Dakar. En le 15 janvier 1955. Le temps que Mamadou Souaré a passé dans l'armée française ne lui a pas permis de bénéficier d'une pension. On n'a pas eu de pension. Quand les Européens revenaient ici 2 fois, 3 fois, ils m'avaient dit c'est rentré, c'est fait alter, c'est droit fait alter pour avoir droit 80 jours. Mais on a fait un mois. Vous voyez, c'est ça qu'il nous dit, comme nous empêcher de gagner des pensions. Présentement, Sergent Lopoy vit dans les confins de Mali avec la fierté d'avoir voulu défendre sa nation nouvellement sortie du joug colonial. Fin de la réunion semestrielle des acteurs des comités de concertation dans les localités minières ce jeudi. Il a été question de faire le bilan des 6 mois précédents et se projeter dans les autres à venir. La restitution aux autres cadres des localités, le renforcement des capacités des agents sur le terrain, mais aussi la sensibilisation des populations riveraines et les entreprises minières sont les grandes actions prévues pour le prochain semestre. Cette rencontre a bénéficié d'un appui financier de la GIZ Alseni Bari et Yacouba Traoré. Au terme de 2 jours d'échange, ces comités de concertation dans les localités minières se sont penchés sur les bilans des 6 mois passés. À cet effet, ils ont élaboré un plan d'action pour les prochains mois. Dans ce plan d'action figurent entre autres des réunions de restitution, le renouvellement de certains bureaux des comités de concertation dans les localités minières et autres. Il y a également la restitution de ce que nous avons dit pendant ces 2 jours. Il y a l'amélioration de la méthode de communication
d'une manière générale concernant le CCLM. Il y a des activités concernant l'amélioration des relations entre les autorités locales, les communautés et le CCLM d'une manière générale. Ces participants sortent réjouis avec plein d'espoir pour leur communauté. Dans l'année 2017, il y a eu plus de 250 conflits qui ont été réglés à cause de ces CCLM-là, à cause de l'intervention de ces CCLM. Donc j'espère que cela va apporter un plus encore aux conflits qui naissent dans les localités minières. J'espère que cela va résoudre beaucoup de problèmes. Les mines contribuent à elles seules 20% au PIB. La préoccupation de l'État guinéen reste donc la cohabitation pacifique entre riverains et les sociétés minières. Ce genre de rencontre constitue une aubaine pour les autorités. Le département apporte toute son importance au travail que ces structures font. Aujourd'hui, vous avez fait des recommandations. Ces recommandations vont dans le sens d'améliorer vos structures. Et je peux vous assurer, au nom du département, que nous ferons tout ce qu'il y a à notre possibilité pour accompagner ces structures. Nous sommes convaincus d'une chose. Ces structures ont leur importance, ont leur raison d'être. Le rendez-vous est pris en novembre prochain pour voir si les activités programmées ont été réalisées. Après les communes de Matam, Ratouma, Dixine, Matoto, c'est au tour des jeunes de Kaloum de suivre une formation sur la prévention de la paix, une initiative du consortium de la société civile WAPNEP, Accord Guinée et Rajgui dans le but de la prévention et la gestion des conflits. Malik Siongana Kamara et Aboubakar Din Kamara nous fait le point. Dans les manifestations politiques ou dans les mouvements de revendication, les jeunes sont toujours les premiers à se trouver au cœur des conflits. Les acteurs de la société civile guinéenne, à travers ces trois plateformes, WANEP, Razgui et Accord Guinée, invitent une trentaine de jeunes de Kaloum à devenir désormais des ambassadeurs de la paix. L'objectif de cet atelier vraiment, c'est de transformer la jeunesse guinéenne. Au lieu que les jeunes soient au devant des scènes de violence, c'est pour que ces jeunes soient désormais les acteurs de paix. Parce qu'après ce renforcement des capacités, nous allons utiliser ces jeunes comme ambassadeurs de paix, qui vont essayer aussi de parler des questions de paix et de non-violence au niveau de leur pays. Souvent, à la merci des politiques, ces jeunes devraient avoir des notions sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, axée sur la femme, la paix et la sécurité. Les jeunes sont souvent manipulés en Guinée. Donc nous, à travers ce projet, nous avions pensé qu'il fallait vraiment renverser cette tendance et transformer ces jeunes en acteurs de paix, pour vraiment qu'ils soient toujours manipulés par des politiques. Sortis de cet atelier, ils doivent quand même s'approprier des notions de prévention et de gestion des conflits et en même temps aller vers d'autres catégories sociales, les sensibiliser pour les impliquer davantage dans les processus vraiment de consolidation de la paix, surtout au niveau de la commune de Kaloum. Kaloum, jaune à moindre risque, n'empêche que cette commune ne soit prise en compte par ce programme de formation. La plupart des activités que nous menions, Kaloum n'était pas encore touché. Mais on s'est dit avec ce projet, il faut aussi venir à Kaloum, transformer les jeunes. C'est au moment où il y a la paix, c'est en ce moment il faut la conserver. Ce consortium s'est dit favorable à une alerte précoce pour une réponse rapide que d'éteindre le feu. Et puis le comptable de l'hôpital national Ignace Dine, décédé hier à la maison centrale de Conakry, a rejoint sa dernière demeure ce jeudi à Sonfonia, dans la commune de Ratoma. Dans la famille mortuaire, parents et amis étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Al-Mami Youssouf Koumbassa était accusé d'un détournement d'un peu plus d'1 milliard de francs guinéens dans les caisses de l'hôpital. Il part de ce monde sans que l'opinion ne connaisse toute la vérité sur cette affaire, dans laquelle le directeur général de l'établissement sanitaire, Dr Awada, est aussi un suspect. Il laisse derrière lui une veuve et plusieurs enfants. Nous vous proposons une série de reportages sur les sports en souffrance en Guinée. Ce soir, c'est la boxe. La discipline attire chaque année des centaines de jeunes adeptes et pratiquants, aussi appelés le noble art. Ce sport de combat a récemment fait ses preuves sur la scène continentale.
et remporte 6 médailles d'or, 2 en argent et 1 médaille de bronze lors du championnat d'Afrique de la zone 2 organisé ici à Conakry en mars dernier. Pourtant, comme toutes les autres fédérations sportives du pays, la FEGIBOX est confrontée à d'énormes difficultés liées au manque de financement étatique. La Fédération guinéenne de boxe, une institution qui tient debout malgré les coups durs, c'est un sujet réalisé par Alpha Omar Baldé et Alcine Camara. Il est 16 h et dans un coin du gymnase du stade du 28 septembre de Conakry, des jeunes en sueur cognent sur des sacs abîmés par leurs coups impétueux. Les conditions et le cadre d'entraînement sont vétustes. On a de la peine à croire qu'il s'agit d'un stage de préparation des boxeurs guinéens, récemment médaillés au championnat d'Afrique de la zone 2, organisé ici à Conakry. On a eu le record de médailles avec 6 en or. Et là, sincèrement, l'État nous a accompagnés. La boxe, on a juste besoin du minimum. Voilà, pour pouvoir en tout cas bouger. Vous avez vu avec le peu de moyens qu'ils ont mis à disposition de la fédération lors du championnat de zone 2. Et on a préparé les athlètes avec ce maigre moyen en quelques temps seulement, en espace de 1 mois. Les athlètes étaient vraiment fin prêts pour aborder ce championnat de zone 2 et tout le peuple de Guinée a vu le résultat. Avec peu de moyens, ces athlètes ont réussi à hisser notre drapeau plus haut que toutes les nations ayant participé à cette compétition. On constate que beaucoup d'argent est injecté pour le football, ce qui est normal d'une part parce que le football c'est le sport roi, mais que l'État fasse au moins un minimum d'efforts pour aider les autres fédérations aussi à avoir un peu de moyens pour pouvoir voler de leur propre aile. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour vous dire la vérité, les fédérations sportives en Guinée souffrent énormément par manque de moyens. La FEGIBOX prépare sa participation au Gala international France-Afrique et au championnat d'Afrique de boxe prévu en juin prochain. Mais elle ne bénéficie jusque-là que d'un engagement verbal des autorités sportives. Le ministre même nous a juré devant nous qu'il va préparer ça avec la fédération. Lui-même en personne va rentrer dans la préparation de ces 2 grandes compétitions. Donc il nous a fait cet engagement-là. À la FEGIBOX, l'absence de l'État ne se ressent pas que sur le plan sportif seulement. Aujourd'hui, c'est grâce aux efforts de son président, le colonel Moussa Moïse Keïta, que la fédération essaie de réhabiliter ses locaux, longtemps délabrés. Et sur le continent, des milliers d'étudiants manifestent dans plusieurs villes du Sénégal pour réclamer justice après la mort d'un de leurs tués le 15 mai à Saint-Louis lors d'affrontements avec la gendarmerie et exiger une amélioration de leurs conditions de vie. Mohamedou Faloussen, 25 ans, étudiant en lettres, a succombé mardi à ses blessures suite à des affrontements entre les forces de l'ordre et des étudiants dans le campus de l'université Gaston Berger. Ce décès est intervenu lors des échauffourées avec les forces de l'ordre qui ont fait une vingtaine de blessés, dont 18 gendarmes. Les autorités avaient fait appel lundi aux forces de l'ordre pour sécuriser les restaurants universitaires après un mot d'ordre de 48 heures de restauration gratuite lancé par l'association des étudiants de l'UGB pour protester contre le retard du paiement des bourses. En solidarité avec ceux de Saint-Louis, des étudiants ont manifesté dans au moins 4 des 5 universités publiques du Sénégal. En fin d'après-midi, des barricades, des blocs de pierre et des branchages étaient tenus par quelques centaines d'étudiants sur les chaussées menant à l'université Cheikh Anta Diop. Et puis en interactualité, Emmanuel Macron soutient la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président français l'annonce lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue rwandais qui lui aussi s'est dit favorable à une candidature de sa ministre. J'ai une conviction que je n'ai jamais cachée. Là aussi, celle que s'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction.
Et pour finir, la légende du FC Barcelone, Andrés Iniesta, 34 ans, a rejoint le Vissel Kobe en J-League, le championnat japonais, pour un défi important dans sa carrière. Este es un día muy especial para mí. Es un reto muy importante en mi carrera deportiva. Para mí, para mi familia es algo muy ilusionante el poder estar aquí. I am confident that Iniesta's leadership philosophy and his DNA will be a terrific inspiration for not only to Vissel Kobe, but to all over Japanese football society. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par Romed Valek Touré. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info.